they left a mark on the history of sports and won the hearts of French people. Cette course, elle va durer à la fois une éternité, ça va être des moments de maîtrise totale. C'est 47 secondes 21 qui sont gravés à jamais. In Atlanta, Beijing or Rio, they became Olympic champions, the pinnacle of a career at the highest level. C'est comme si j'avais une aura autour de moi et qui me disait « mais go, avance quoi ». J'aurais pu marcher sur l'eau. They had to reinvent themselves after reaching the peak of Olympic success. Je sens plus mes pieds sur le sol. Enfin, j'ai l'impression de voler, quoi. Here's the story of 3 gold medalists. Allez, grandis-toi. Ça, t'es un peu assise. Il faut que tu sois plus grande au-dessus du plot. Pour les benjamins, vous prenez une perche. D'une famille sportive, mon père était escrimeur, il était en équipe de France, il faisait de l'épée. Et ma mère était gymnaste, était aussi en équipe de France d'ailleurs. On devait faire du sport, après pas forcément de la compétition. Moi ça a été mon salut depuis tout petit et c'était une façon d'exister, quoi. Moi, je voulais faire de la danse. Du coup, ça a été un peu le deal avec ma mère. Elle voulait vraiment que je fasse du judo. Alors, j'ai fait du judo, mais aussi de la danse. Les premiers rapports à l'eau, le premier apprentissage, pas forcément à l'aise parce que je bois la tasse sous l'eau. Néanmoins, le côté un petit peu téméraire où je m'aventure dans le grand bassin où je n'ai pas pied. C'était vraiment d'être avec mes amis. Je passais plus mon temps à discuter qu'à faire la pratique en elle-même. Bon, mon entraîneur me disait « Allez, Émilie, on y va, on fait les combats. Si t'es là, c'est quand même pour faire un peu de judo. » Je me disais pas « Oui, je vais faire du judo à haut niveau, je vais devenir championne olympique. » Non, mais c'était tellement à des années-lumière. J'étais un adolescent qui n'avait pas confiance en moi. Je mesurais une tête de plus que mes copains. J'étais tout grand, tout maigre. Donc, c'était assez difficile de m'assumer. Et pourtant, je dis souvent en rigolant que j'ai choisi un sport où on est à moitié nu finalement. C'est complètement paradoxal, mais il n'y avait pas cette notion de jugement en disant tiens, lui il est plus grand, lui il est plus costaud, elle est plus trapue, etc. C'était, tout le monde était pareil. J'étais bourré de rêves. Mais je rêvais gagner le Tour de France, gagner la Coupe du Monde de foot. Je rêvais tout, quoi, gagner Roland Garros et compagnie. Enfin, dès que je voyais un sport qui dégageait plein d'émotions, j'avais envie de faire partie de cela. En 84, donc Pierre Quinon est champion olympique. Je trouve ça dingue parce que ce gamin, il était tout gamin quand il gagne. Il me donnait l'impression que c'était possible en réalité. Si lui il l'avait fait, on pouvait tous y croire. Quand Marie-Josée Pérec est double championne olympique, en 96, j'ai 13 ans, donc là, j'ai des images encore d'elle et d'autres championnes ou champions, dont Jean-Guy Alphionne, qui me marque énormément. J'avais cette petite voix en moi qui me disait « lâche pas. Toi aussi, tu peux être en équipe de France, toi aussi, tu peux aller chercher des podiums européens et tout ça. Et montre-leur que toi, tu es là. » C'est cet objectif que l'on va mettre au centre de notre vie. Et qui va régir un petit peu notre comportement au quotidien. Donc c'est important de ne pas griller les étapes pour consolider finalement nos acquis. En 92, je me qualifie pour les JO à Barcelone et ça se passe pas super bien. Je suis en forme, hein. J'aurais pu, je pense, peut-être faire une médaille déjà, mais plein d'erreurs dans la gestion psychologique, dans la gestion du comportement. Donc bref, c'était une expérience extrêmement constructive. Et pendant 4 ans, après, il a fallu s'inspirer beaucoup de cette petite contre-performance. Je fais 13e. En 2003, j'ai 20 ans. Et je décide de me prendre une année sabbatique pour essayer de me qualifier aux Jeux Olympiques. Je vais rater cette qualif olympique pour 17 centièmes de seconde. Donc là, tout le projet est revu parce que c'est une grande déception. Je considère que si je ne suis pas partie, c'est que j'étais pas prête, en fait. Et du coup, ça m'a permis de me dire, par contre, tu as loupé Londres. Londres, tu vas le regarder à la maison. Par contre, Rio, tu y seras. Et tu vas laisser le choix à personne.
Les Jeux Olympiques, c'est complètement à part. Et effectivement, il faut le dire, c'est vrai. Toute cette semaine-là, j'étais un peu, comme je dis, en vacances. Alors qu'on est quand même aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, c'est la première fois que je pensais ça sur une compétition, de se sentir en vacances, parce que j'étais vraiment zen. Il n'y a que la veille. La veille de la compétition, par contre, le matin, moi qui étais jovial sur les autres jours et tout, le matin très fermé, j'avais mal dormi, pas bien. Et là, j'ai Christophe qui vient me voir après, il me dit « Émilie, ça va ?» Et là, je lui dis « Non, ça va pas, en larmes, ça va pas. C'est là 2 matchs de combat. » Et là, il me regarde, lui, il commence à sourire. Et là, je me dis « Mais c'est pas drôle !» Il me dit « Ah non, mais c'est génial, c'est bon, t'es dans ta compétition. » Je rentre dans le stade, je suis très très serein, dans une bulle, très zen, je suis en maîtrise totale. J'ai aussi cette petite phrase de Maurice qui dédramatise toute la situation, Maurice Sauvion, qui me dit « Bon, écoute, maintenant tu sautes que pour toi, tu te fais plaisir. » Et je fais un saut, ça manque un peu de conviction. Un saut pour voir, comme on dit, et c'est pas possible. Je peux pas être en finale olympique et faire un saut pour voir. Et là, je m'en veux énormément, je me mets un gros coup de pied au cul, je suis furieux envers moi. Une semaine de compétition, c'est à la fois très court et très long. C'est très long nerveusement parce que émotionnellement, on passe par beaucoup de phases entre les épreuves individuelles, les séries, les demi-finales, les finales, les relais. Moi, je commence avec l'épreuve du relais où les collègues me donnent le relais en tête. Je vais toucher 2e à 800e, donc ça va être une grosse remise en question. Mais néanmoins, je vais remettre la course dans son contexte et mon entraîneur va m'aider à remettre ça pour me dire que j'ai fait le meilleur temps de ma carrière à ce moment-là et qu'on a nagé le 4 x 100 mètres nagible le plus rapide de l'histoire avec les Américains. On a battu le record du monde de 4 secondes. Donc en fait, il va plus jouer sur des leviers positifs là-dessus, plutôt de cet esprit de culpabilité avant mon épreuve individuelle. Le combat commence sur les mains et il faut savoir que Idaliz Ortiz, du coup la cubaine, elle a cette manie de parler. C'est pour montrer qu'elle a l'ascendant psychologique et que le combat ça l'atteint pas et qu'elle est au-dessus de nous. Les premières fois ça m'avait choqué et j'étais concentré sur ça. Là dans ma tête j'étais parle, ça me coulait dessus, j'aurais pu marcher sur l'eau, sincèrement, et je me disais go avant. Et en fait plus je me disais avance, plus elle je la sentais diminuer. Plus elle a diminué, plus moi j'étais là mais j'avais un regain d'énergie, un regain de tout, et j'y allais, je martelais, jusqu'à temps sur le Kumikata, elle baisse, j'enchaîne au Nevasa, et quand l'arbitre dit hippon, là je lâche, je crie. Champion olympique des plus de 78 kilos. Mais même quand je crie, hein, je me dis pas tout de suite que je suis championne olympique, je me dis que je l'ai battue elle, quoi. Donc je fais 2 sauts premier essai qui me permet de revenir sur le podium dans un premier temps et ensuite prendre la tête. Voilà, et battre leur record olympique. Et après, il fallait que je contrôle les autres adversaires. Donc c'était un jeu tactique après. Dans la feuille de concours, je suis après Igor Tranenkov qui fait 2e. Il rate son saut à 6,02. J'avais une caméra qui était comme ça en fait. Et je voulais pas que s'il avait franchi 6,02, faire merde, montrer quelque chose de décevant. J'aurais trouvé ça tellement vulgaire d'être déçu d'être vice-champion olympique. Bernard est à la 5, Sullivan à la 4. Cette course, c'est une expression à un instant T avec une part de destin, j'en suis convaincu, parce que j'arrive à nager plus vite que mon principal rival, le nageur australien Eamon Sullivan, qui a nagé plus vite en demi-finale, qui nagera moins vite à ce moment-là. Mais s'il avait nagé son meilleur chrono, il aurait été premier, j'aurais été 2e. Cette course, elle va durer à la fois une éternité, ça va être des moments de maîtrise totale, des moments où je vais me sentir dépassé. Donc c'est 47 secondes 21 qui sont gravées à jamais. Tout s'enchaîne, il y a le podium, il y a le tour d'honneur où d'un coup je vois qu'il y a 70 000 personnes et que ça me fait peur, hein. Je n'avais pas vu avant vraiment. Et puis Pierre Quillon qui me prend dans les bras, qui en pleure et qui me dit bienvenue au club. Voilà. Quand j'entends la ferveur du public aussi crier, je me dis mais ouais c'est moi là, c'est pour moi je suis championne olympique. Et là après là c'est bon, là j'ai commencé à exploser dans ma tête, je me dis ouais Émilie, championne olympique. D'un coup je suis devenu un peu plus connu parce que j'étais champion olympique, donc je rentrais un peu plus dans l'histoire du sport français. On nous proposait de faire des pubs, faire des défilés de mode. Donc moi j'ai fait un peu ça, c'était marrant, hein. C'était même hallucinant. Toute cette médiatisation après ou avant, je pouvais circuler dans la rue sans problème. Ça a été compliqué, même faire mes courses dans mon supermarché de tous les jours, ça a été compliqué. Alors je voyais les mêmes personnes, ils me disaient mais vous faites vos courses là? Oui, j'ai pas changé mes habitudes. Hein.
Et une fois qu'on a atteint son objectif, qu'on a réalisé son rêve, on se dit mais qu'est-ce qui peut nous faire triper encore plus que ça? L'après a été très violent sur... je ne savais plus qui j'étais. Comme j'ai dit, j'ai même eu une dissociation avec ma médaille. Voilà, je ne pouvais plus l'avoir en peinture. Sincèrement, je ne pouvais plus l'avoir en peinture. Je ne pouvais plus avoir en peinture mon titre parce qu'on me ramenait toujours à ça. Et moi, j'essayais de dire aux gens, je ne suis pas que ça. Même après, dans ma reconversion, ça a été compliqué parce qu'on ne voyait que l'athlète. On ne voyait plus la personne que j'étais, qui avait des capacités, qui pouvait aller chercher un travail, qui avait des compétences. À l'image d'une carrière de sportif de haut niveau. On teste, on expérimente, on arrive à progresser, c'est bien, on n'arrive pas à progresser, on va se poser des questions. Finalement, c'est ça que l'on apprend en guise d'héritage quand on fait du sport de haut niveau, c'est à se découvrir ses capacités pour ne jamais abdiquer et garder en ligne de mire ces objectifs-là. Comme tout sportif, je me disais qu'est-ce que je vais faire après. Je savais que la chance de mon titre olympique, c'était peut-être d'avoir le choix. Et mon choix, moi, c'était de naviguer. Alors, j'ai pas eu le niveau que j'avais eu à la perche, mais quand même, c'était extraordinaire hein, de participer à la route du Rhum, faire une Transat Jacques Vabre, une route du chocolat, toutes les courses atlantiques autour de la mer d'Irlande et des Açores aux Canaries. Enfin, voilà, toutes des grandes courses de très haut niveau. J'étais une guerrière introvertie qui ne l'exprimait pas ou qui l'exprimait qu'au milieu du tatami. Maintenant, je l'exprime tout le temps. Je m'affirme et je suis complètement alignée dans mes convictions et je fais ce que j'ai envie de faire. Crée ta place, quoi, tu vois.